Bien le bonjour YouTube, j'ai récemment eu l'occasion de parler avec Majestyle en live, il a fondé Teloc et travaille dans l'écosystème crypto. On a discuté pendant une bonne heure de DeFi pur et dur, des risques qu'il y a autour des stablecoins, des stratégies des gènes et surtout des curateurs. Vous allez très vite comprendre pourquoi ce sujet en particulier. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cette émission différente de d'habitude. Si la vidéo plaît, j'essaierai d'en refaire. Et encore, merci à Majestyle pour son temps. Bref, je vous laisse avec le AZK du passé. Alors, avec grand plaisir. Déjà, bon, je m'excuse en avance, le français n'est pas ma langue maternelle. Donc, il y a des termes peut-être ou du vocabulaire qui est parfois pas idéal. Je suis Majestyle dans la crypto depuis le cycle 2016-2017. Très, très, très intéressé par la DeFi, avec une haine très profonde pour les banques et tout ce qui est institution. J'ai trouvé un peu en la DeFi, voilà, la place, l'endroit que j'appelle ma maison. Non seulement parce que la plupart des outils que j'aime bien sont permissionless, donc c'est-à-dire qu'on peut les utiliser sans permission. Personne ne doit nous demander l'autorisation de envoyer l'argent. Pourquoi on l'envoie? On l'envoie toujours à leurs conditions, à leurs termes. À Soradify, c'est nous qui choisissons. Et ça, pour moi, a une valeur énorme. Et voilà, ce que j'aime surtout, c'est les stablecoins. Pour moi, c'est un véhicule qui a un intérêt énorme d'un point de vue de l'utilisation quotidienne des paiements, mais aussi là où je vois beaucoup de valeurs arriver avec des opportunités qui ne sont pas peut-être possibles ou accessibles en finance traditionnelle. Et surtout avec des outils qui sont les mêmes pour tout le monde, qui sont réglés par du code et pas par des privilèges ou le souhait de certains au pouvoir qui veulent nous contrôler. Euh, donc, euh, donc Et voilà. je me permets de te couper un instant. Est-ce que tu penses que les outils sont plus accessibles ou moins accessibles que ceux de la finance tradi? Clairement plus accessible. Dès qu'on a un portefeuille, qu'on ait $1, 1 million de dollars, 10 milliards de dollars, l'outil va fonctionner de la même manière pour tout le monde, ne va pas discriminer envers toi. Il va lire le code et le exécuter de la même manière, n'importe la taille de ton portefeuille, la couleur de ta peau, ta religion, etc. Après, on a quand même des entités comme Tether ou Circle qui peuvent geler. Tout n'est Bien pas sûr, non bien sûr. plus tout rose. Mais je te rejoins sur pas mal de points. Je m'y retrouve pas mal aussi sur l'écosystème et c'est vrai que tu peux, t'es plus agile quoi. Tu peux facilement, quand tu veux retirer des liquidités quelque part, en général tu peux le faire. Tu peux envoyer sur un autre portefeuille sans qu'on te demande ton avis ou quoi que ce soit. Après, oui, comme tu dis, pas tout ce qu'on peut faire on-chain est de la DeFi. Oui. Il y a voilà, beaucoup de centralisation autour de différents produits. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Moi, je pense que c'est cool qu'on ait le choix, en fait, finalement. Tu vois, qu'on n'ait pas juste trois nerds qui sont sur voilà, le basement de leurs parents à parler de finances et tout ça. Non, mais que voilà, on est une communauté avec vraiment une industrie maintenant qui est autour. Et donc, voilà, maintenant, la crypto est aussi mon métier. En 2011, j'ai ouvert Telos Concilium. À la base, notre spécialité est de travailler avec justement tout ce qui est stablecoin. On a en 2023 aussi bossé un peu pour des LST Ethereum. Mhm. C'était voilà, une phase très intéressante. Maintenant, c'est quelque chose qui s'est beaucoup plus consolidé. Donc, on est effectivement revenu aux stablecoins. Mais j'ai vu que tout à l'heure, tu contrôlais Avant. Avant, c'est aussi un de nos projets. Ok. Euh, voilà, maintenant, nous bossons avec Use Money. Et puis peut-être, voilà, ce qui est aussi de manière assez intéressante quand même apporté à ma présence ici ce soir, voilà, Telos, c'est notre Curation Arm qui est né environ en mai de l'année dernière et qui a voilà, différents produits sur la DeFi, chacun avec un peu leur raison d'être, mais effectivement, malheureusement, une partie de ces produits qui a été affectée par la situation de Stream Finance en début de novembre. Heureusement, on a échappé les autres blow-ups, mais Stream, non, malheureusement. Ouais, est-ce que Donc, Stream, pour recontextualiser un petit peu, même si je pense que bon, ceux qui s'intéressent à la DeFi l'ont forcément vu, Stream, c'était un protocole qui était... ils avaient une partie de leur fonds qui était managée off-chain et il y a de grandes chances, je sais même pas si on... Ah, on me dit que ça bug toujours. Bon, je vais continuer en attendant. Il y a de grandes chances que les fonds étaient perdus lors du crash des liquidations le 11 octobre ou le 10 octobre, je me rappelle plus. Et que ça ait du coup un peu fait tomber Stream par la suite.
Ça me rappelle un petit peu Free Arrow Capital en 2022, typiquement, ce qui s'est passé autour de Stream. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une très bonne comparaison. D'ailleurs, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé après Three Arrows Capital, Terra Luna, mais aussi FTX, à l'époque, tout le monde a eu une course à la transparence, en fait. Tout le monde a compris pourquoi la transparence est importante, pourquoi elle doit exister et pourquoi c'est important qu'elle soit publique. Maintenant, le cas de Stream est un peu particulier parce que je ne sais pas combien je peux en dire parce qu'il y a des procédures en cours et c'est tout un peu voilà, très, très Ouais, ennuyant. si Mais... c'est trop Par contre, une bourreux chose qu'on comme peut dire, terrain. c'est que, au niveau des curateurs, nous, on avait une énorme transparence sur Stream Mhm. et que personne n'avait vu qu'il y avait un problème après 10-10, alors que maintenant, ils disent qu'il y a un problème. Donc, voilà, ce que je veux dire peut-être avec ça, c'est que quand il y a des criminels, ben, même s'il y a la transparence, c'est très compliqué de s'en sortir. Et ça, c'est vrai surtout dans le cas de ces produits managed, que ce soit managed par Telos, par Stream, par Avant. Voilà, il y a toujours un risque de contrepartie qui est existant et qui, voilà, là, malheureusement, c'est vérifié. C'est un peu une coïncidence que ça soit arrivé en même temps que tout le monde est en train de leur pointer les doigts. Parce qu'en plus, tout le monde pointait les doigts sur la partie on-chain, sur laquelle nous, on avait une énorme visibilité et que vous connaissez Bah très ouais. bien. Bah, d'un côté, c'est ce qui est visible, donc c'est un peu l'avantage et le désavantage de ce qui est on-chain. C'est que comme tout est visible, bah, quand ça se passe bien, ça se passe bien, mais quand ça se passe pas bien, pardon, on le sait très très vite. Et bon, on sait aussi que la plupart des gens, quand on est investi généralement financièrement, on a tendance à être encore plus à même de laisser parler notre côté sombre, on va dire. Ouais, c'est ça. Spockmaster, les boucles itératives ont marché hyper bien. Il n'y avait aucun problème avec ça. Euh, voilà, si toi, tu as un fonds et que tu arrives à générer du 30%, tu as le droit d'emprunter à 10. Et même, tu devrais le faire, en fait. Et ça, c'est effectivement ce que tout le monde disait comme problème, mais finalement, ça n'a pas du tout été le problème. Le problème était purement criminel, en fait. Certes, le problème venait d'ailleurs, mais ils y allaient quand même pas mollo sur les boucles avec leur propre stablecoin et c'était pas. Mais c'est pas ça qui a Voilà. pété. C'est pas Ouais, ça qui a je pété, sais bien quoique. que c'est pas ça qui a pété, mais je sais pas si long terme ça aurait pas eu un souci au bout d'un moment quand même. Ben, ce qui s'est passé, c'est que ça a amplifié les pertes, en fait. Alors, Ouais, si c'est clair. un fonds a pas de levier et il perd voilà, un quart de son NAV, ben, voilà, les pertes sont limitées à un quart. Et si un fonds a un levier de 4 fois et perd un quart de son NAV, ben, les pertes sont amplifiées. Maintenant, ce qui est quand même, entre guillemets, bien avec ces boucles self-boucles, c'est que, ben, clairement, dans le plan de repaiement de Stream, ben, Stream n'aura rien, en fait. Donc, il y a quelque part plus qui est revaloriseur et donc ça réduit un peu cet effet. Mais voilà, bon, j'espère qu'on pourra partager des bonnes nouvelles à ce sujet aussi rapidement que possible. Pour le coup, j'espère hein, pour ceux qui sont impactés, mais ça sent quand même pas très très bon. Et le côté off-chain, bah, il y a des chances qu'il y ait plus grand chose non plus de ce côté-là. Ça, je sais pas si il y a eu des infos qui sont sorties dessus publiques, mais il me semble pas. Non, rien de public, mais il y a plus d'espérance que ce que tu sembles dire. Ok. Je vais m'arrêter là. Ouais, mais je me doute que tu peux pas communiquer plus, mais ok, c'est bon signe. En tout cas, il y a de l'argent. Donc, ça veut dire que même ceux qui croient qu'ils ont tout perdu, voilà, il y a des chances très très fortes qu'ils vont trouver quelque chose. Alors maintenant, notre but, c'est que tout le monde retrouve tout. Et il y a une route pour y arriver. Maintenant, voilà, c'est pas sans risque, c'est pas sans du temps technique, etc. Mais c'est notre but, clairement. Et puis voilà, donc je pense que c'est quand même intéressant de parler un peu de la curation, parce que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus gros. Les vaults sur le lending market en particulier sont le véhicule à travers lequel on va emborder du Hmm. capital on-chain. Tu as Revolut, mais aussi des autres neobanks, etc., vont offrir des produits Earn qui ont tout l'intérêt de Ouais, parce qu'ils auront de reverser grosses l'argent. liquidités à pouvoir déposer en gros. Mais nous aussi, à notre pic, on avait environ 700 millions sous gestion, entre guillemets, et puis on était avec des discussions avec des acteurs absolument gigantesques Mhm. qui ont des demandes extrêmement, extrêmement importantes. Et donc, c'est important de connaître bien Morpho, de connaître bien Euler, surtout en tant que user et surtout après ce qui s'est passé. Hmm. Quelles sont les différences? Quelle est l'approche qu'un curateur a envers ses produits sur ses respectives plateformes? Et aussi, qu'est-ce qui manque à la curation aujourd'hui pour vraiment être
une industrie crédible sur l'échelle qu'elle a l'ambition d'atteindre, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, justement, est-ce que tu peux introduire un petit peu ce que, au cas où les gens l'auraient pas compris, TLOC, du coup, c'est pas qu'un curateur, c'est plus encore, non? Alors, TLOC est uniquement un curateur. Ok, Ça, voilà, moi, je suis le fondateur de Telos Concilium et de TLOC, mais à la base, c'est deux structures complètement indépendantes. ok, Donc, Telos Concilium, c'est vraiment un incubateur de projets crypto, notamment stablecoins, qui se focus sur leur go-to-market et croissance early. Donc, on a incubé différents projets. En ce moment, on travaille avec Yuzu Money. Mais voilà, juste avant, on a travaillé avec Avant, qui a produit assez similaire. Tu en parlais. ok. Avant a Malgré beaucoup que le changé. projet existe toujours, vous n'êtes pas collé au projet, là, vous êtes... Non, on a quitté Avant avec la suite de grosses divergences avec l'équipe Avant Ok, sur l'identité du produit. Et puis, en fait, le produit que Avant est maintenant est un peu ce que nous, on aurait voulu que ça soit il y a une année. Mais il y a une année, ils ne voulaient pas du tout faire ça. Donc, on a quitté Avant, on a rencontré les gens de Ouroboros et on a monté Yuzu Money, en fait. Voilà, donc, Yuzu Money, qui ressemble maintenant beaucoup à Avant, mais à la base c'était ce qu'on voulait qu'Avant soit. Ben voilà, Yuzu Money est un peu le opus magnum de voilà, 4-5 ans dans l'industrie de plusieurs personnes aussi, voilà, d'autres personnes de l'équipe, beaucoup plus intelligentes que moi. Et voilà, c'est un produit dont je suis très fier et que j'aime bien. Et qui est aussi dans sa vision d'être une néobanque, en fait. Donc, voilà, je précise que Telos Concilium ne s'occupe absolument pas de toute la partie risque pour Yuzu Money. Ça, c'est vraiment que la partie croissance, go-to-market, liquidité. ok. Tout le risque est géré par voilà, Ouroboros Capital, mais en tout cas, voilà, l'équipe Yuzu. Nous sommes core team, nous ne sommes pas cofondateurs. Vous mettez Et, un peu entremetteur, vous mettez les gens en contact avec d'autres gens qui ont des liquidités, genre les protocoles avec les entités qui ont des liquidités, en gros. oui, on peut dire ça. Et puis aussi, ce type de produit a énormément de valeur quand il est accepté comme collatéral dans les marchés de lending. Donc, tout cela implique une partie technique qui est quand même non négligeable, qui est vraiment pas banale, qui demande beaucoup de travail et de connaissances. Voilà, où chaque paramètre a quand même une importance. Et voilà, on aide aussi un tout petit peu avec ça. Et on a fait aussi, le cas de Yuzu, on a fait des smart contracts. Bientôt, il y aura une V2 qui va lancer avec des choses que personne d'autre a osé faire. Par exemple, un PSM cross-chain ou la possibilité de mint et redeem cross-chain. Voilà, ça, Ok. c'est toutes des choses que fait vraiment l'équipe Telos Concilium. Ouais, ça, j'ai jamais vu ailleurs, c'est intéressant. Après, il y a Jackie qui dit sur le chat que oui, faut KYC pour le mécanisme de rédemption, mais ça devient assez commun, je trouve. Comme moi, je suis juste un utilisateur lambda, j'ai pas forcément l'info dessus, mais j'imagine que le fait d'imposer un KYC pour les rédemptions, c'est côté réglementaire pour les projets, c'est plus pratique, j'imagine. Oui, c'est une exigence légale pour éviter. En gros, tu dois prouver que tu n'es pas un Nord-Coréen qui essaie d'utiliser Windows pour laver des fonds, quoi. Mais oui, par contre, il y a de la liquidité sur Plasma qui est assez deep. Il y a vraiment quelques millions en liquidité. Hmm. Et de la liquidité pour. Si tu vas sur KyberSwap va automatiquement inclure les smart contracts de Yuzu pour target tes swaps, en fait. Donc, si tu as du WazUSD et tu veux pas le stake sur la UI parce qu'il faut KYC, ben, Kyber peut le faire pour toi. Donc voilà, il y a un peu ce Ok. workaround, en fait, on peut dire. Ok, il y a moyen de contourner un peu, en quelque sorte. Oui, surtout si tu veux pas rentrer avec 5 millions, mais je sais pas, voilà, 1000 balles, 10 000 balles même, tu vois, 500 Hmm. 000 balles avec toute la liquidité qu'il y a, tu peux le faire facilement sans KYC. Mais à partir de 100 000, je conseillerais quand même de faire le KYC, au moins qu'il y ait des exigences. En général, de toute façon, quand tu bouges ce genre de montant, on finit toujours par... Enfin, je dis on comme si je le savais, mais j'imagine, en voyant sur les plateformes, qu'on demande systématiquement le KYC de toute façon. À part si tu veux faire des trucs très vanilla, du style bridger des USDC de Solana et Ethereum, bon là tu pourras utiliser le CCIP sans problème, même avec 1 million, mais dès que tu veux aller chercher du rendement ou ce genre de choses... tu vas avoir de la vérification d'identité. J'ai eu du mal. Ouais, c'est ça. KyberSwap en soi ne demandera jamais aussi les notifications. Mais oui, effectivement, tu peux rentrer dans Yuzu directement depuis Kyber. C'est assez cool. Ouais, j'ai bien fait de le mentionner alors, parce qu'effectivement, Ouais. évidemment, pas tout le monde le sait. J'avais une question toute bête que j'avais mis de côté.
Du coup, le but d'un curateur, on comprend un petit peu, c'est d'amener ceux qui ont des liquidités et ceux qui ont des protocoles à travailler ensemble en quelque sorte. Du coup, est-ce que c'est nécessaire, tout simplement, les curateurs? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense que oui, parce que repensons un peu au lending. Qu'est-ce que c'est le lending en fait? Euh, c'est une question pas évidente en fait, mais on a toujours quelque part eu cette notion, même avant bien sûr de la crypto. Le lending, en gros, c'est moi, voilà, je prête à une contrepartie quelque chose que je hais, que je peut-être souhaite garder sur la long terme. Je ne veux pas forcément m'en séparer, mais j'ai aussi besoin de débloquer du capital autour de cet actif. Hmm. Et donc, cette contrepartie accepte de fixer des règles autour desquelles elle est prête à me emprunter du capital. Elle fixe des taux d'intérêt. Et le gardant gauge, hein, on peut dire ça comme ça en français, le Euh, gauge, Ah oui, elle peut liquider, le voilà, protocole elle peut peut liquider liquider la tout à fait, position. quelque part utiliser ce collatéral, voilà, cet actif qui est mis en collatéral pour rembourser ma dette au cas où je Hmm. ne rembourse pas ma dette. Maintenant, en DeFi, c'est un peu différent parce que oui, on a beaucoup d'outils et de assets qui ont de la valeur, mais on ne veut pas de contrepartie, hein. Ou alors Hmm. on veut que la contrepartie soit un autre user. C'est vraiment cette notion de peer-to-peer. Ben donc, il faut que tout cet aspect-là soit mis sous du code. Et ça, c'est très compliqué. Qui détermine la valeur de Ethereum? Comment je ouvre ma position d'emprunt sur AVE? Est-ce que c'est le prix de Binance? Est-ce que c'est le prix auquel je peux le vendre à mon voisin? Peut-être en l'arnaquant un peu, je lui fais payer un petit surplus. Est-ce que c'est le prix de la pool Uniswap? Ben, c'est pas une question facile. Voilà, donc ça, c'est le problème de l'oracle que Chainlink, Redstone, etc. ont résolu. Et puis après, l'autre problème, c'est à quelles conditions est-ce que je veux, quel est le taux d'emprunt? Si le taux est trop haut, ben, il y a peu de gens qui seront intéressés. C'est clair. S'il y a beaucoup de gens, si le taux est trop bas, tout le monde va vouloir le faire, il y aura personne pourra retirer leur liquidité. Et donc, il y a cette notion de interest rate curve qui existe, interest rate IRM, ça s'appelle. Voilà, là, si on va sur un marché euh, Bitcoin, USDC sur Morpho, Je crois que sur euh, Base, c'est ce... Ah non, t'es sur Ethereum, mais c'est quand même un des marchés avec le plus de liquidité, je pense, sur Morpho. c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça, oui. C'est Coinbase qui a une grosse clientèle institutionnelle qui emprunte contre du BTC comme collatéral. Et puis voilà, donc on a idéé cette notion de utilisation rate. Ça veut dire que à 90%, on a décidé que c'était l'utilisation rate idéale, ce qui permet toujours à 10% des gens de sortir. Et puis voilà, si la liquidité est plus utilisée que ça, ce jump interest rate Le model, taux hein, d'emprunt va monter très fort pour décourager les gens à continuer d'emprunter et dire aux gens qu'il vaut peut-être mieux commencer à rembourser ses positions. c'est tout à fait ça. Et donc, tu vois, moi j'ai un enfant de 3 ans et mon enfant me dit papa, mais pourquoi? Mais pourquoi ça, pourquoi? Et en fait, quand on commence à regarder ça, on se dit, mais effectivement, mais pourquoi? Qui a décidé ça, ce 90%? Non, c'est quand Ça même revient assez drôle, souvent, les non? 90% pour les empreintes stablecoin en général. 90, pardon, oui, c'est vrai. Ouais, tu peux dire Ah, 90, t'inquiète. Donc, donc nous, ce qu'on avait vu chez Telos, et c'est une idée qu'on a eue, et j'espère qu'on aura encore l'opportunité de voilà, apporter en avant ces idées, ben, c'est qu'en fait, surtout quand on fait des boucles, donc parce que là, on a parlé d'emprunter du Bitcoin contre du dollar. Voilà, pourquoi je voudrais faire ça? Ben, parce que je ne vais pas vendre mon Bitcoin. Je suis bullish, je suis sûr que Mm. Bitcoin va aller à 1 million. Donc, au moins, j'ai des liquidités disponibles tout de suite. Je peux aller voilà, faire mes courses, payer de quoi manger, et dans l'attente, je reste bullish. Si, en tout cas, Bitcoin va doubler du prix, je utilise ce gain pour repayer ma dette. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si moi, je commence à mettre voilà, Yuzu USD? Ben, le Yuzu USD est voilà, un outil qui est censé avoir un prix très proche de celui du dollar. Mm. Donc peut-être que moi, je peux emprunter de façon safe à des taux beaucoup, beaucoup plus agressifs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si tu remplaces du coup dans ton cas le Bitcoin par un stablecoin et emprunter un autre stablecoin par-dessus, tu peux te permettre d'avoir un emprunt plus agressif.
Et en tant que lender, pourquoi moi est-ce que je ferais du lending à 8% à un produit qui donne du 11? En fait, pourquoi je m'exposerais à un risque d'un produit qui donne du 11% alors que moi je gagne que 8%? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu vois toute cette liquidité de lending, d'où elle vient en effet? Ben, la réponse, c'est que les raisons pour lesquelles je serais prêt à faire ça, c'est que de un, je suis plus liquide. Voilà, peut-être que je ne veux pas faire le KYC de Yuzu. Je ne veux pas attendre les 2-3 jours qu'il faut pour parfois redeem ma position. Donc, je m'expose à la performance de Yuzu, le tout en restant un tout petit peu plus liquide. Et puis voilà, peut-être que je veux garder mes USDC plutôt qu'un autre token, etc. Mais du coup, est-ce que ça a encore du sens que mon King soit à 90%? Parce que si mon souhait est d'avoir ce type d'exposition et voilà, mon profil de lender est de participer à ce type de choses, peut-être que je suis prêt à gagner un tout petit peu plus et peut-être qu'un interest rate model comme celui-ci est beaucoup plus intéressant du coup. Hmm. Ça va Donc être ça, dépendant c'est... des projets. Voilà, ça dépend des projets, ça dépend des marchés. Mais ce interest rate model que nous avons pioneer avec Euler avait beaucoup de succès parce que il a bon, un kink effectif à 92, mais si on regarde, voilà, le taux commence à augmenter très, très brusquement, très Ouais. soudainement, à un montant, je dirais, de façon assez directe, compris être là où le lender commence à paniquer un peu, voilà, quand il voit qu'il n'y a plus de liquidité disponible. Et puis en tout cas, si moi vraiment je veux ma liquidité, je peux la retirer, je fais monter les taux d'intérêt et je ai à nouveau cette liquidité disponible assez tôt qu'un emprunteur rembourse sa dette. Tout le monde prend ces interest rate models qui existent depuis toujours, les applique à n'importe quel produit sans aucune différence. En plus, sur Morpho, une chose très intéressante, tu ne peux pas vraiment choisir ton interest rate model. Il est préconfiguré par l'équipe Hmm. et il est variable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si la liquidité est à droite, le taux continue d'augmenter jusqu'à infini, en fait. Si la Ouais, je vois. liquidité est à gauche, le taux continue à descendre. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on a besoin du curateur? Ben, sur Morpho, on ne peut pas faire ça, en fait. Vraiment, le design se repose entièrement sur la confiance qui est faite au curateur, qu'ils soient eux à trouver l'équilibre pour ça. Ça, c'est peut-être une première différence avec Euler. Parce que les Sur Euler, protocoles évoluent et du coup, tu as besoin que les courbes d'intérêt évoluent en conséquence. Si demain, le stablecoin de Yuzu donne 2 fois plus de rendement ou 2 fois moins de rendement, forcément, ceux qui empruntent, ils vont devoir s'adapter aussi. oui, oui, effectivement, effectivement. Voilà, moi, en tant que curateur, sur Euler, je peux aller déployer une nouvelle courbe d'intérêt, la changer aujourd'hui. Alors attention, ça, je peux aussi faire ça si j'ai envie de drag mes users, en fait. Je peux mettre une courbe où, voilà, le taux d'intérêt est 10 000% et je peux liquider tout mon marché et profiter de liquidation bonus si je veux. Alors, Morpho ne te permet pas de faire ça. En tant que curateur, tu ne pourrais jamais faire ça. Déjà parce que Ouais. le marché n'est pas déployé. Oui, il est déployé par un curateur, mais une fois qu'il est déployé, il est immuable. Ouais, Il, y a il quand est même des règles en fait qui encadrent un minimum les excès. pas sur Euler. Non, sur Euler, on pourrait faire ce qu'on veut. Ok, mais sur Morpho, il y a un cadre. Sur Morpho, le marché, une fois qu'il est déployé, il est immuable. Donc moi, je ne pourrais jamais changer un oracle pour liquider des gens. Je ne pourrais jamais changer une courbe d'intérêt. Ok, Par contre, je pourrais régler user, par exemple, en créant un marché qui lend un token inexistant. Et je pourrais mettre voilà, mes 400 millions de Volt Stakehouse dessus et voilà, rag d'une autre manière. Enfin, si on veut rag, il y a vraiment oui. 1000 façons de le faire. Mais donc voilà, ça rejoint aussi peut-être ce que je disais au début. La finance autour des Volt, c'est vraiment des produits permission et c'est des produits qui, oui, sont on-chain et sont dans la DeFi, mais ne représentent pas forcément les idéaux DeFi en termes de choses permissionless, trustless, donc où on n'a pas besoin de permission, on ne doit pas faire confiance à quelqu'un. Ici, on doit faire confiance à quelqu'un, on doit faire confiance au fait qu'ils soient des experts. Et là, peut-être que je pourrais vous montrer 2 ou 3 astuces sur comment distinguer Ah, ça les peut être experts. intéressant. C'est pas que la TVL et les retours, les PY. Et puis voilà aussi, finalement, la DeFi est tellement complexe maintenant, si on veut vraiment avoir du capital dans la DeFi, ben, on a besoin quand même de faire ce compromis, moi, je pense. Ok, ok. J'avais mis une autre question aussi, mais on a plus ou moins abordé le sujet, je pense. C'était juste de savoir si en général c'est les protocoles qui allaient vers les curateurs ou plutôt l'inverse ou les deux. Alors, un peu des deux, en vrai. En tant que curateur, c'est préférable que ce soit toi qui trouve un protocole.
Mais en général, il y a beaucoup de compétition autour des meilleurs projets, en fait, comme on peut Mm. imaginer. Donc, euh, puis il y a aussi souvent autour des curateurs le mandat de distribuer des incentives. Et cela parfois arrive, ben, en fait, comme c'était un peu le cas en septembre-octobre, avec des mandats qui sont un peu abstraits de notions de risque, en fait. Si on pense à Plasma et à Stream, Stream était le troisième protocole le plus incentivisé de tout l'écosystème Plasma, Ouais. troisième après AVE et Fluid. Donc, effectivement, je veux bien que nous, on avait un Vault qui allouait beaucoup à Stream. On avait aussi d'autres Vaults qui allouaient pas. Et les gens ne les utilisaient pas, en fait. Mais ils existaient là. Mais en fait, c'était aussi Plasma qui avait mis vraiment des centaines de milliers de dollars en incentive. Donc, quelque part, ça aurait arrivé. Ça a Et là aussi, orienté un peu les liquidités en quelque sorte. voilà, là, je vois qu'il y a un gros shift, par exemple, avec Monad. Monad a fait un énorme travail de due diligence autour des projets. Par exemple, ils exigent que les audits soient faits jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de high ou critical bugs qui sont trouvés. Mm. Donc voilà, ça c'est aussi une chose qui a fait évoluer l'industrie clairement après cet événement. Comme FTX et Terra Luna ont fait évoluer l'industrie, ça aussi a fait clairement évoluer l'industrie. Mais oui, c'est les projets les plus intéressants ont beaucoup de curateurs qui veulent bosser avec eux et c'est toujours un peu une compète. Les projets qui sont un peu plus up and coming, il y a clairement un peu plus de risques, peut-être un peu moins de compétition. En général, quand tu bosses avec un projet, c'est assez tacite que tu es un peu le curateur désigné et que tu vas voilà, bosser avec eux sur les différentes chaînes et sur les différents écosystèmes et proposer en cross-selling un peu les opportunités d'incentivisation qui arrivent à gauche, à droite. Et c'est pour ça que moi je pense, quand on est curateur, on ne peut pas bosser pour 36 000 projets, on en prend voilà, un, deux maximum par vertical, un total de 5, 6 maximum. Et puis on fait avec ça. Si on a plus, ben, soit il faut des taille d'équipe que Ouais. les revenus de la curation permettent absolument pas d'avoir. Ah bah ça, Euh, ça, ça tombe bien que tu abordes le thème les revenus de la curation. Je voulais te demander un peu où était le business model pour un curateur. Comment le curateur se paye. Je sais que sur Morpho, Euler et compagnie, il y a des performance fees qui peuvent être imposées, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui peuvent être mis en place. oui, c'est ça. En fait, donc, je dirais que dans le cas de Telos Concilium, la partie de curation n'était jamais vue comme quelque chose qui devait à tout prix générer du revenu parce qu'elle était considérée complémentaire à l'activité de croissance et de go-to-market. Voilà, quand un token est accepté comme collatéral sur un marché, il est quelque part légitimisé et donc ça contribue énormément à sa croissance. Il suffit de voir le graphe de la TVL de Avant. Ils sont restés à 13 millions pendant toute une période. Et puis, dès que Euler les a acceptés avec K3 Capital et Ouais, Reset, bah, ils sont grimpés à 180 000 en fait. ouais, ils ont pu permettre aux gens de faire des boucles et forcément en faisant des boucles, ça a poussé la TVL. Bah, j'ai l'impression que c'est pareil pour Yuzu parce que j'avais fait une revue du protocole il y a un certain temps et il plafonnait autour de 20 millions de mémoire et bah là je l'ai vu tout à l'heure à 65 donc j'imagine que c'est la même chose. Il y a dû avoir des marchés sur Euler. Yuzu a presque tout de suite lancé sur Euler, avec K3 Capital aussi. Mais Yuzu a beaucoup souffert parce que bah, la catégorie a un peu souffert en fait. Ouais. Dès ce qui est arrivé en début novembre, les gens sont devenus beaucoup plus conscients des risques de ce type de produit et ils ont voulu voilà, attendre un peu avant de s'investir dans ce type de projet, voir un peu qu'est-ce qui se passait avec l'industrie et la catégorie. Maintenant, il faut dire que Yuzu, contrairement à Vint, dès le début, dès le premier jour, a vraiment fait de la transparence sans point d'attaque. Mm. Ils ont tout de suite publié, dès qu'ils ont été là, publié leurs adresses. Ils avaient une dashboard accountable. Ils ont aussi les policies MPC, donc ça veut dire les règles autour desquelles ils ont le droit de faire des transactions qui sont publiques. Et c'est des règles qui marchent uniquement autour de assets, qui doivent whitelist 7 jours à l'avance en faisant des communications publiques que tu peux vérifier sur le site, etc. Donc d'un point de vue de la transparence et de, je dirais, l'appétit de risque, Yuzu est vraiment très conservateur. Et donc c'est ça qui lui a permis maintenant que l'appétit autour de ce type de produit commence à recommencer, voilà, à avoir ce succès qu'il est en train de voir. Ok, ok. Moi, de mémoire, il faisait quand même des boucles un peu dans tous les sens, Yuzu.
Je trouvais ça un peu dégène quand même. Alors, qu'est-ce que j'aimerais bien en parler avec toi parce que les Ouais, boucles que vas-y. Yuzu fait sont exprès des boucles qui sont pas liquidables. Ok. Et parlons un peu des boucles. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, non? Qu'est-ce qui est dégène en fait dans la boucle en soi? Alors, peut-être que je peux donner la réponse. Donc, Ah ben, oui, j'avais pas compris que tu posais la question, désolé. non, voilà, la boucle, c'est en effet une exposition avec levier à un underlying. Voilà, donc par Un exemple, moi protocole à une j'ai, source de rendement. oui, par exemple, moi j'ai ce PTC USD, donc Cap Money. Donc ça, c'est, voilà, essaye d'expliquer ça à ta grand-mère. Hein. PTC USD 29 Jan 2026. Ceux qui connaissent Pendle, normalement, ça devrait leur parler. Du coup, le principal token, c'est un token qui donne un rendement fixe sur Pendle, ce qui est plutôt pratique, hein, du coup, pour aller faire des boucles avec, puisque tu sais un peu à l'avance jusqu'à quel rendement tu peux emprunter, en fait. C'est tout à fait ça. Donc du moment que tu as cet asset et que tu le mets en boucle, tu as une exposition à cet asset avec du levier. Qu'est-ce qui est dégène en fait avec les boucles? Ben, c'est que si Capmoney devait perdre 1% de leur TVL, de leur NAV, et que tu as un levier de 10, ben, toi du coup tu perds 10%. Hmm. Et en plus, si t'es en levier, tu peux te faire liquider. Voilà, si tu es en levier, tu peux te faire liquider, mais quand est-ce que tu te fais liquider? C'est quand la valeur du collatéral est inférieure à celle de ta dette. Hmm. Cela arrive sous l'information d'un oracle. Maintenant, si on regarde ce marché, on peut aller voir quel est l'oracle. Hmm. Et moi, je vais parier que c'est un oracle qui est fixe. Donc, pour le voir, ça c'est peut-être intéressant. Donc, on va sur le contrat de l'oracle. Et puis, on n'a même pas besoin de connecter un wallet. On peut voir quel est le base feed. Et ça, je te parie que c'est un oracle Redstone qui prend le prix de CapUSD. Mais après, si on va ici, on a la burn address. Ok. Donc, ça veut dire que c'est un oracle qui est figé à 1, en fait. Ouais. C'est hard-codé, comme on dit de temps en temps. Voilà, c'est hard-codé. Donc, quand l'oracle est hard-codé, on ne va pas se faire liquider à la suite d'une perte dans la valeur. Et là, on peut le vérifier, voilà, que ici, en fait, le prix de référence est 1 dollar. Voilà, le prix de l'oracle est à 99 centimes parce que le PT n'est pas encore tout à fait à maturité. Hmm. Mais en fait, la valeur de CUSD est hard-codée à 1. Donc, quelle est l'autre manière de laquelle on peut se faire liquider? Ben, c'est si cet outil qui donne du 8%, je le mets en collatéral et j'emprunte à du 25%, qui est le maximum auquel je peux emprunter. Maintenant, voilà, Morpho va adapter mon rate, va le redoubler tous les 10 jours pour accélérer au cas où voilà, le marché est sous stress, etc. Mais même comme ça, c'est quelque chose qui arrive dans des temps extrêmement longs. On parle de mois, en fait. Donc, c'est une liquidation qu'on peut prévoir avec une énorme avance. Et puis finalement, donc, on est exposé à peu près au même risque. Bon, on ajoute le risque smart contract de Morpho, mais voilà, à ce stade, un protocole immuable de lending, voilà, on peut considérer, puis bon, si Morpho se fait hack, honnêtement, la DeFi, on peut arrêter là, quoi. Donc, C'est vrai que c'est une assez voilà. grosse pierre quand même, Morpho. Je pense pas non plus que toute la DeFi va s'écrouler, mais c'est un bon morceau, Morpho. En plus, Morpho a un design comme que toutes les liquidités sont dans un seul smart contract. Ah oui. Donc oui, ça serait. Mais bon, moi, je pense pas que ça va arriver. Enfin, je connais la team, c'est un produit qui a l'air solide. Maintenant, voilà, on a vu Balance RV2, ça aussi, ça a l'air bien solide. Donc jamais, voilà, Oui, il n'y a éliminer jamais de risque zéro. Je jamais reviens de vite risque. fait sur le risque de liquidation. Il y a Jackie Carty qui dit dans le chat que le hard coding, c'est ce qui a posé de gros soucis lors de la crise de Stream. C'était pas des soucis du coup sur le prix du XUSD de Stream, ça c'était lié à autre chose, mais ça a posé problème pour ceux justement qui faisaient les boucles et ceux qui avaient déposé des liquidités, parce que comme pour l'oracle, le XUSD valait toujours 1 dollar ou peu importe quelle valeur, alors qu'en réalité il valait beaucoup moins, il n'y avait pas d'intérêt pour ceux qui avaient des positions de rembourser leur dette, puisque leur collatéral valait beaucoup moins. Donc ça pose Alors, juste un... Vas-y, tu veux peut-être enchaîner? oui, j'adore que j'ai l'opportunité de répondre à cette question parce que c'est vraiment quelque chose qui a mal été compris Hmm. justement de
l'intérêt du curateur est autour du paramétrage d'une pool de ce type. Alors, bon, d'abord, je vais répondre à la question, et puis après, je vais faire un peu de contexte. Vas-y. Le hard coding, heureusement qu'il était là en place, en fait, dans le cas de Stream. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pratiquement pas de liquidité pour trade XUSD. Contrairement à la DeFi il y a 2 ans, où il y avait les DEX, et puis downstream de ça, les lending markets, maintenant, les choses se sont inversées. Et en fait, avec des trucs comme Fluid, mais aussi EulerSwap, moi j'adore EulerSwap, on voit que voilà, le DEX n'a pas assez d'incentives pour garder de la liquidité. Et la DeFi maintenant se fait sur les marchés de lending, en fait. Tu Bah, regardes aussi AAV, c'est le protocole numéro 1, bien au-dessus d'Uniswap et compagnie. alors qu'à l'époque, c'était par exemple Lido, je crois, en fait. Uniswap, Ouais, c'est voilà, ça. c'était un autre ordre. Le DEX, c'était en premier, puis deuxième, le lending. Donc, si tout le monde, si l'oracle reflétait le prix du trading de XUSD, bon, déjà, ça serait hyper facile de manipuler cette pool. Il y aurait un incentive économique à manipuler le prix de la pool pour faire des liquidations. Et donc, aucun utilisateur aurait eu intérêt de faire ça. Mais dans le cas de leur blow-up, heureusement que l'oracle était hard-coded, parce que s'il ne l'était pas, ben, les pertes des users se seraient réalisées à ce moment-là, en fait. Il y aurait eu des autres qui seraient venus, qui auraient extrait toute la valeur qui restait et qui auraient du coup aussi extrait aux users le droit de rembourser tout ce que nous, on est en train d'essayer de récupérer pour eux maintenant. Et tout ce que Stream aussi, voilà, de leur propre volonté, va vouloir rendre aux users. Donc, heureusement que l'oracle était hard-coded, parce que si ce n'était pas, ça aurait vraiment wrecked les users à ce moment-là. Il n'y aurait aucun moyen de recours, en fait. Ok. Donc, le fait que l'oracle soit hard-coded permet de garder les marchés intacts, d'avoir quelque part un snapshot de la situation telle qu'elle était. On sait qui doit quoi à qui et combien. Et, Ouais. On voit qui était ça. impliqué, qui avait des liquidités où. J'avais jamais vu le truc sous cet angle-là. C'est J'ai hyper vraiment pas intéressant. compris comment on a pu considérer que c'était quelque chose de mauvais. Alors, oui, si. Et peut-être, voilà, le contexte. Voilà, si on a un marché AVE avec du ETH en collatéral, ETH, c'est un outil permissionless. Personne possède ETH. Oui, alors dans le cas de du DAO qu'on a fait un hard fork, ok. Mais à part ça, la chaîne est telle qu'elle est à jamais. Donc, si AVE ne liquidait pas des positions ETH alors que la valeur du collatéral descend sous celle de la dette, aïe, 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 là, on aurait vraiment le pire de ce qu'on peut avoir dans un lending market, c'est-à-dire de la bad debt. Et c'est encore pire dans le contexte de AVE qui a un design monolithique. Ça veut dire que les pools sont toutes les mêmes, elles partagent le même risque. Il n'y a pas d'isolation du risque. C'est ça, ouais. Tout est Donc, alors, centralisé au même endroit, donc il n'y a pas juste un marché qui va être impacté, c'est tout le protocole. C'est pas le problème du design de AV, c'est un design complètement différent, mais c'est le risque qu'il y a avec ce design, en effet. voilà, donc en fait, AVE, Gauntlet, c'est Chaos Labs est le curateur de AVE. On leur fait confiance. Contrairement à des morpho et de l'heure où voilà, le risque est isolé, il y a différents curateurs qui font différentes choses, certains qui font les mêmes, mais plus segmentés. Donc, effectivement, voilà, comme Marc Zeller dit, Euler et Morpho sont des endroits où on prend un peu plus de risques. Mais moi, j'ai envie de dire, on est dans la DeFi. Si on fait des trucs hyper safe de boomers, etc., voilà, quelle est la raison d'être, en fait. On a le droit de vouloir faire des choses un peu plus degen, on a envie de les avoir, et voilà, on assume les conséquences. Un peu la Yearn. Hein, les premières versions de Yearn, c'était des trucs, si on ne savait pas ce qu'on faisait, on se faisait rect en une seconde. Ils permettaient de swap des dizaines de milliers de dollars contre un illiquid locker qu'ils avaient inventé avec un slippage infini, et on perdait ah tiens, j'avais 10 000, pourquoi là j'ai 5 000, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux les reswap dans l'autre sens et on repère encore, non, 2500? Il y a eu Voilà. des problèmes de design, on va dire. Oui, expérience utilisateur, voilà, il faut trouver un équilibre. Mais en tout cas, oui, dans le cas de AVE, c'est absolument indispensable qu'il y ait un mécanisme de liquidation qui assure qu'il n'y ait pas de bad debt. Dans le cas d'un produit comme Stream, un produit managé, extrêmement centralisé, vraiment, on donne de l'argent à des gens et on leur dit faites du rendement dessus. Ça ne peut pas plus centralisé que ça, quoi. Donc, dans ce cas-là, on ne veut pas avoir des liquidations. Ou alors, oui, on veut avoir des liquidations, mais seulement dans le cas où le taux d'intérêt de voilà, l'emprunt est plus haut, voilà, le marché est healthy et tout ça, et donc on peut la prévoir avec beaucoup d'avance. Donc, dans ce sens-là, des books sur du PTCUSD sont pas si dégènes. C'est presque bête de ne pas les faire parce qu'on peut amplifier le rendement
et quelque part réaliser cet arbitrage qu'il y a entre voilà, les 8% que PT CVSD donne et le 5% dont les lenders se contentent pour lend à ce collatéral. Après, dans ce cas-là, qui va lend? Voilà, ça c'est une très bonne question. Donc qui va lend? Effectivement, pourquoi est-ce que je vais lend à du 5% à un truc qui donne du 8%? On en avait un peu parlé avant. Ben, plusieurs raisons. De un, parce que je suis un capital passif, je n'ai pas envie de perdre du temps à rechercher qu'est-ce que fait ci, qu'est-ce que fait ça, donc je fais confiance à Gauntlet, Stakehouse, Hyperrhythm, Yearn, MEV Capital, etc. pour qu'ils placent mon argent dans les marchés et que ça a du sens pour eux. Mais aussi parce que j'ai envie d'être liquide. Je n'ai pas envie d'attendre le 29 janvier pour récupérer mes liquidités, je n'ai pas envie d'absorber le slippage de CUSD, donc j'accepte un Moins de slash de rendement, mais performance. moins d'embêtement, on va dire. N'oublions pas que la DeFi, comme nous l'entendons nous, avec nos capitaux, je dirais jusqu'à 1-2 millions, c'est pas la même chose que si on a 500 millions. Parce que là, la liquidité est 10 millions. Donc, si moi j'ai 500 millions, ce marché, pour moi, il est minuscule. Moi, je ne m'intéresse même il est pas. pas En fait. intéressant. Du coup, ce que je vais voir, c'est ça plutôt. Voilà, ça me donne 5,9% sur 400 millions. Donc, c'est déjà beaucoup plus facile, beaucoup plus logique pour moi de faire ça. Et qui est aussi intéressé à faire ça? Ben voilà, des allocateurs de capital passif comme des utilisateurs Miobank, Revolut, qui veulent juste un produit earn. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est la DeFi. Et voilà, pour eux, c'est très intéressant. Et ben pour nous, c'est un autre profit, en fait. Nous profitons, en guillemets, de ce capital passif, sticky, et ils se contentent de moins de yield pour générer plus de yield dessus. Je vois que sur le chat, Corv se demande par rapport au hard coding en quoi ça protège les utilisateurs, mais si j'ai bien compris, en gros, le fait d'avoir ce hard coding, ça va pas déclencher les liquidations et on sait au moment du crash qui avait des liquidités où. Alors que si on fait les liquidations, bah ça va tout mélanger en quelque sorte et c'est pas le but, surtout quand il n'y a pas de liquidité en fait pour le marché. Les liquidations auraient même pas pu se faire énormément en plus. Et puis le risque de boucle, c'est effectivement le dépeg des sous-jacents. Effectivement, c'est quelque chose qu'on stoppe avec le hard coding. Quoique, voilà, justement, quand il y a un default, voilà, ça c'est potentiellement un problème. Et c'est pour ça qu'un des jobs des curateurs, c'est effectivement d'assurer que le sous-jacent soit toujours de qualité. Et si ce n'est pas, de faire aussitôt que possible ce qu'il peut pour enlever les liquidités du marché. Et là, c'est où Stream a été très criminel. On verra quand les choses sortiront. Mais en fait, voilà, en gros, les curateurs croyaient que tout allait bien, en fait, sinon, Ouais, sinon c'est ils n'auraient ça. pas l'aide. Voilà, bon, ça c'est juste pour petite parenthèse. Mais et puis le taux d'emprunt, effectivement, si le taux d'emprunt dépasse, voilà, là, effectivement, ça peut être problématique, mais c'est des choses où l'intervention n'est pas nécessaire de façon urgente, ou moins que on ait des IRM qui soient complètement absurdes, comme ceux que Harry Selen fait sur... je vais voir s'ils sont toujours ça d'ailleurs. Ce que Harry Selen fait sur Linéa. Je voulais juste vous montrer ça parce que c'est hyper intéressant. Si t'as un bon exemple, je suis preneur. Alors, curateur Harry Seven. Voilà. Oula. Regardez-moi ça. Donc, voilà, à Kink, on est à 10%. Bon, déjà, j'aimerais faire remarquer les frais à 20%, les plus hauts de l'industrie, Harry Seven. Bon, voilà. Ça fait cher. Ça fait vraiment cher. En fait, voilà, c'est des marchés qui organiquement n'arrivent pas à rester sustainable. Une fois que les incentives sont partis, les gens partent également. Mais voilà, là, on voit un IRM extrêmement agressif qui monte de 10 à 150% en une seconde. Alors là, effectivement, la liquidation, si on a une boucle x10 et qu'on est en train de payer 150% x10, là, la liquidation, ça peut arriver vite, effectivement. Donc, faire gaffe de ne pas entrer dans des marchés avec des paramètres de ce type. Ça, c'est absolument suicidaire. Il ne faut pas rentrer dans un truc pareil. Déjà pour les frais, mais après aussi parce que le IRM est absolument... il suffit qu'une whale retire ou essaie de retirer sa liquidité qu'on finit mal. J'ai vu le message de fan de Nantes qui dit que tu tapes sur la concurrence. C'est un peu vrai, mais c'est vrai que la courbe d'intérêt, elle est pas très avantageuse pour ceux qui empruntent, quoi. Dès qu'il y a un peu d'excès sur le marché, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui retire des liquidités et boum, d'un coup, le taux monte à 100%.
Voilà, bon, moi, nous, on est concurrents. Après, j'aime bien l'équipe de Harry7 pour plein de choses, mais effectivement, je trouve que leur job en tant que curateur Il faut savoir laisse montrer désirer. les mauvais points chez tout le monde. C'est vrai que les 20% de frais, c'est pas foufou non plus. Et c'est pour ça aussi que voilà, moi je pense que Telos, oui, on a été beaucoup sous l'attention parce que voilà, on supporte pas énormément de produits et un de ces produits pour lesquels on curait, c'était Stream. Mais Ouais, en fait, moi je pense qu'on a encore beaucoup de bonnes idées et beaucoup de bonnes choses pour le marché. Donc voilà, par exemple, on voit un temps d'intérêt un peu comme il devrait l'être. Donc ça, c'est un marché qui est curé par K3 Capital, mais c'est nous qui l'avons déployé. Donc voilà, je voulais montrer que oui, il y a un kink à 9%, mais après, voilà, même si le marché est sous stress, le taux d'intérêt est cap à 25%, qui est un chiffre beaucoup plus raisonnable que 150%. Et aussi largement. le kink à 92. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, voilà, je rejoins ce que je disais avant. Pourquoi, qui a décidé que ça est 90 en fait? Ben, c'est juste que ça commence à être fait comme ça. Mais pour des produits comme celui-ci, on peut être plus efficace avec la liquidité, on peut faire gagner les lenders un tout petit peu plus. Ok. Je regarde vite fait sur ma liste de questions si j'ai des trucs sur lesquels on peut partir après. Quelles compétences il faut pour être curateur? Est-ce qu'il faut savoir faire du code? Est-ce qu'il faut avoir des contacts? Est-ce qu'il y a des prérequis en particulier? Et aussi, est-ce qu'il faut être tout seul? Est-ce qu'on peut être tout seul ou en général ça se fait plutôt en équipe? Non, on peut pas être tout seul. Il y a vraiment besoin d'un un niveau de compétence très élevé sur des domaines qui n'ont pas forcément quelque chose à voir l'un avec l'autre. On ne peut pas faire ça tout seul. Mhm. Et c'est là aussi où la partie commerciale, contrairement à ce que Morpho veut faire croire, est très faible en fait. Si on regarde la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ces millions sous gestion et ce qu'on gagne, ça vaut rarement la chandelle en fait. Et surtout la difficulté qui existe de bootstrap ce capital de lending. Donc, ça n'a pas du sens comme business. Voilà, je ouvre une boîte de curateurs, personne ne va faire ça aujourd'hui, ça n'a aucun sens. C'est quelque chose qui est généralement un complément de notre activité. Par exemple, les meilleurs curateurs aujourd'hui sont des curateurs qui font déjà de l'asset management Hmm. et qui déploient on-chain des produits qu'ils aimeraient eux utiliser dans leur voilà, cadre de asset management et qui MEF mettent des fonds typiquement. qu'ils ont déjà de gestion dessus. Pardon? MEF typiquement, ils ont des fonds déjà. Voilà, Mev, moi j'aime bien K3 Capital. Ils sont, c'est un spin-off de Nexo en fait. Nexo sont ceux qui ont découvert avant tout le monde que FTX était insolvent en fait. Ils ont Mhm. retiré l'argent de FTX, 250 millions parmi les premiers. Euh, alors que Celsius et BlockFi se bagarraient sur les yields, Nexo a continué à faire ce qu'il faisait. C'est des acteurs très honnêtes et puis voilà, surtout ils ont jamais scam personne en fait. Donc moi j'aime bien K3 Capital. Puis ils sont encore là Et aujourd'hui, eux, Nexo, donc voilà, ils ont presque 10 ans. L'année prochaine, ils vont faire 10 ans en DeFi. Pas beaucoup de gens ont la chance de célébrer leur 10e anniversaire en DeFi sans se faire hack à un moment ou à l'autre. Et Nexo y a réussi. Donc, c'est vrai qu'on peut pas leur retirer ça. Moi, je suis pas trop fan de ce qui est plus centralisé, mais faut le dire, ils sont encore là, donc ils pour toi, tiennent. ça n'a aucun sens. Tu sais ce que tu fais, tu comprends bien la DeFi, tu vas déployer ton capital à ta guise. Mais pour un C'est ça. utilisateur lambda, Oui, mais quelqu'un m'avait mis un commentaire justement de pourquoi s'embêter d'aller on-chain si tu peux avoir 15% sur Nexo. Je sais pas exactement en détail comment ils font, s'il n'y a pas une limite, parce que je sais que des fois sur des plateformes centralisées, jusqu'à 1000 $, t'as un tel rendement, et en dessous, enfin au-dessus, t'as moins de rendement. Mais l'avantage quand tu vas faire des stratégies on-chain, c'est que tu peux t'adapter à tes besoins, tu sais quel risque tu prends, etc. oui, tout à fait. Moi, je ne connais pas très en détail Nexo, l'application, parce que je ne l'utilise pas. Parce que, voilà, comme toi, j'aime bien générer ce que tuer ce que j'arrive à, pardon, manger ce que j'arrive à tuer. Et, par contre, oui, donc il y a besoin d'un BizDev qui trouve les chaînes qui ont besoin, les protocoles qui ont besoin, et puis il y a besoin d'un développeur qui déploie le marché. Idéalement, un quant, donc des gens qui se font payer facilement 200-250 000 dollars par an, qui comprennent les implications quant de déployer un oracle, des marchés avec, voilà, parce que sur Euler, on peut aussi décider des supply caps, des borrow caps.
On n'a pas parlé des liquidations, ça c'est quelque chose de très, très, très important à modéliser avant de lancer un marché, sur la base aussi de quelle est un peu la demande, et puis aussi quelle est la capacité qu'on a d'adapter un marché une fois que peut-être on déploie un marché, qu'il est réussi, qu'un curateur nous copie, ce qui change le profil de risque potentiellement du projet, etc. Donc, si on voulait vraiment bootstrap une boîte de curation, il faudrait en tout cas 3 personnes. Ok. Mais voilà, en réalité, souvent, c'est des opérations un peu plus grandes. Nous, voilà, chez Telos Consilium, on est 7, et chez TLC ou PIC, il y avait quand même 11 personnes, en fait. Et les frais, on a commencé nos produits sans frais, en fait, parce que le but, encore une fois, c'était pas de faire de l'argent sur ça, c'était d'aider les projets. Donc, on a commencé à mettre les frais environ au début d'octobre. Les produits qui avaient ces frais ont tenu jusqu'à la début novembre. Et en fait, dans le mois, j'ai réussi à payer les salaires des personnes Ok. que j'avais engagées. Allez, peut-être un tout petit peu plus, un mois et demi de salaire des personnes. Mais justement, encore une fois, le but n'était pas ça. Si le but était ça, c'est vraiment compliqué de commencer de zéro avec la curation. Et puis oui, je suis sur la chat. Donc, est-ce qu'il y a des deals pour sortir en premier? Non, pas J'allais vraiment. te la relancer celle-là justement. Chacun a un peu ses outils de monitoring. Et, euh, et ça, c'est aussi un peu un edge que le curateur a l'un sur l'autre, en fait, potentiellement. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est gardé de façon assez propriétaire, parce que c'est vraiment là où le curateur a une edge. En fait, le curateur va pas être intéressé de faire du mal à des users d'un autre curateur s'il peut sauver les siens. Ouais, mais forcément. Donc, s'il voit qu'un marché est sous stress et qu'il y aura des problèmes, il va potentiellement retirer sa liquidité et il va volontiers laisser les autres déposer, ou voilà, il ne va pas forcément avertir les autres, etc. Dans ce sens-là, voilà, un marché quand même où tu as intérêt à que l'autre perde si ça te permet de sauver tes utilisateurs. Ouais, ça me rappelle justement toujours avec Stream que Gearbox, peut-être un jour ou deux avant le crash de Stream, ils avaient retiré le XUSD dans les collatéraux, il me semble. Absolument, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, Gearbox a eu, je crois, le vendredi, ils ont retiré 30 millions, et puis le dimanche, Stream a sauté, en fait. Mm. Donc oui, c'était un excellent move de leur part, en effet, parce qu'ils se sont... Après, bon, leur instance Plasma est morte malgré tout, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de perte de users. Ils Pas ont pas juste une cette mauvaise banque-là. dette pour le coup. Ouais, ouais. Mais voilà, tu as parlé de Mev tout à l'heure. Mev a un peu eu la malchance, je crois le 6 novembre, donc quelques jours après, ils ont par mégarde réouvert un marché Morpho sur Arbitrum qui a loué à XUSD. Et les gens ont redéposé de la liquidité, et puis c'est un autre curateur qui a pu la retirer en conséquence. Ok, ouais. Et voilà, ça c'est vraiment un exemple concret de ce que je disais. Sous stress, les users viennent avant tout, il y a pas de deal qui... Oui, alors il y a des deals qu'on peut faire, par exemple pour les liquidations. Par exemple, voilà, le PSM qu'on a fait pour Yuzu, c'est justement pour que les curateurs puissent avoir une garantie que, au-delà de tout contrat qu'on puisse faire off-chain, ils ont une garantie on-chain qui a des liquidités disponibles pour liquider les positions, si besoin. Et parce que voilà, Elixir avait fameusement fait un deal avec Stream pour Mm. des rédemptions à un senior avant tout le monde. Mais moi, j'ai vu le papier. Déjà, il vaut pas plus que du papier de toilette. Peut-être il vaut même moins du papier de toilette, parce que moi, le papier de toilette a une utilité de se laver le cul après. Ah non. J'adore. Mais en plus, voilà, dans des situations de stress, ça sert à rien d'avoir ce type de choses. Il faut quelque chose qu'on peut prouver, enforce, on-chain. Et voilà. Et, comment évaluer le risque de conflit d'intérêts via le curateur, voire même une liquidation pilotée? Ça, c'est une excellente question. Désolé si je fais un peu de shilling, mais on est en train de travailler à un projet qui s'appelle CASA, qui veut arrêter ce trend de juger les curateurs uniquement sur voilà, TVL et APR, en fait. Ok. En fait, un user lambda, il vient sur Euler, il voit un vote, et puis c'est tout ce qu'il peut comprendre, en fait. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre qu'il aille ici en bas, qui commence à regarder toutes les expositions possibles, quel est le collatéral qui est voilà,
quel risque on s'expose en allouant à ce marché, quel est le pourcentage d'allocation. En finance traditionnelle, on a des key information documents, c'est des trucs de 10 pages où on lit toutes les expositions, où les asset managers s'engagent à fonctionner selon des règles, on a un historique des performances. Ici, c'est vrai qu'il manque des informations pour pouvoir faire un assessment qui a du sens. Et donc là, vous voyez sur Plasma notre Vault Event. Notre Vault Event existe depuis août. Il a survécu à tous les exploits parce qu'il a un profil de risque beaucoup plus safe. Mais voilà, il n'y a personne qui met dessus parce qu'il est trop safe en fait. Alors que l'autre Vault, plus des gens, il y avait à son pic 350 millions. Et alors que les deux Vaults étaient disponibles sur la UI, les gens choisissaient celui plus risqué avec Stream parce que voilà. Puis il y avait les incentives aussi, il me semble. Sur les deux, il y avait des incentives. Ok, sur les deux. Mais voilà, l'autre Vault plus des gens avait un yield plus élevé, donc les gens le choisissaient. Donc, qu'est-ce qui manque? Il manque quelque chose comme Pendle, par exemple, qui puisse informer les users de quel est le risque. Ou alors, en gros, quel est le retour brut moins le prix du risque selon le marché. Donc, un protocole de risk trading. Okay. Ou en tout cas, un protocole où le risque est tokenisé. Et donc, conséquence, si moi j'achète un token de risque et que le risque augmente, la valeur de mon token de risque augmente aussi. Et quelque part, je peux m'assurer s'il y a un event qui se passe, en fait. Et ça, c'est ce dont on travaille sur ça en ce moment. Avec, en fait, ça sera notre propre produit. On s'est dit, vu qu'on a eu autant de succès à aider les autres avec leurs propres produits, il est temps qu'on fasse une autre. Et voilà, désolé du chill, mais voilà. Ça non, sur le papier, c'est intéressant. Pour le coup, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Et puis, comme tu le dis, si on vient sur la DeFi, c'est pour faire des choses plus dégènes. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de solutions en contrepartie s'il y a un risque. Je me rappelle qu'en 2022, il y avait Insurace. Bon, il y avait moyen de s'assurer on-chain, mais bon, depuis les 10 millions qu'ils ont remboursés sur l'UST, le protocole est un peu mort. Mais ils ont pu rembourser, c'est beau, ça a marché une fois. Mais ça... sur Terra Luna, ça justement. Donc, ouais. Moi, je pense que ça aurait continué si c'était sur EVM, par exemple. Comme Nexus, d'ailleurs. Quoique Nexus n'a jamais fait de police pour Terra Luna. Ah oui. Par contre, Nexus, par exemple, a remboursé des gens lors du hack de Euler. Puis Euler a retrouvé les fonds, mais les gens qui underwrite le risque, je ne sais pas comment on dit, désolé, ils n'ont pas, eux, été remboursés, en fait. Ok. Donc, notre modèle résolu aussi ce type de cas. J'espère que vous entendrez parler si on est en train de raise, ce n'est pas le moment le plus évident pour raise. Mais voilà, en tout cas, que ce soit nous qui le faisons ou d'autres, c'est inévitable qu'il y ait un layer de risque qui permette aux gens de comprendre quel est le vrai yield, en fait. Parce que si mon Volt donne 8%, mais que ça coûte 15% de m'assurer contre les risques que je vais prendre à mes utilisateurs, mon produit n'a aucune raison d'être. C'est juste que personne ne l'utilise. Mais si le risk adjusted return est bon, et tout le monde parle de ça, mais personne ne comprend qu'est-ce que ça veut dire. Et voilà, là, on pourra le mesurer. La pire façon de mesurer le risque, c'est de laisser décider le risque à un marché. Mais c'est aussi la moins pire de toutes les autres solutions qui existent. Donc, nous, on a décidé d'avoir cette approche. Et puis voilà, donc moi, j'ai un rêve de voir un jour, plutôt que le supply API, le risk adjusted API, à côté de la TVL pour faire comprendre aux gens quel est le meilleur produit pour ce qu'ils recherchent sans qu'ils doivent aller comprendre quel est le time lock, comment est le multisig, est-ce que c'est protégé par Aragon DAO. Voilà, là, on voit une chose très intéressante sur notre Vault. On voit que notre bot continue à réallouer même des liquidités de moins de 1 centime, vraiment dans la recherche de la meilleure performance pour les dépositeurs. Après, c'est parce qu'il peut se le permettre sur Plasma, les frais sont très faibles. Il ne le ferait pas sur Ethereum, je pense. Tout à fait, tout à fait. Mais par exemple, si on regarde le Vault de nos compétiteurs, que moi, quand même, j'adore, eux, ce sont des très faibles réallocateurs. Leur dernière allocation était il y a 3 mois. Alors que le nôtre, je crois que il en fait dès souvent. qu'il y a un delta de performance suffisant, sans que j'en dise trop aux autres curateurs qui nous écoutent, il va même une fraction d'un centime la réallouer à la recherche de la meilleure perf. Et avec clairement des caps. Hein. Donc voilà, il ne va pas allouer plus de 40% à use money, pas plus de 6% à USDI, etc. etc.
Bah, Plasma, ça a l'air d'être un bon terrain de jeu, mine de rien, pour les curateurs, vu qu'il y a le côté les frais coûtent que dalle, et il y a quand même beaucoup de liquidité. Oui, c'est tout à fait ça. Je trouve un peu incorrect le prix de XPL vis-à-vis de leur facilité à retenir la liquidité une fois que le programme d'incentive est voilà, pratiquement fini maintenant. Et aussi tous les produits chouettes qu'il y a sur Plasma, en fait, dont Yuzu Money. Voilà. C'est une partie de notre produit, on est core team member, mais, donc on aime bien. Mais non, j'aime bien Plasma. Je suis aussi, si on regarde l'instance AVE, c'est l'instance qui a la liquidité la plus utilisée de toutes les instances AVE. Donc voilà, ça a raison d'être. Et puis, j'ai parlé avec leur équipe institutionnelle, ils font un super travail d'un point de vue des intégrations, vraiment de gens qui vont utiliser la chain pour des produits IRL, comme on dit, dans la vie réelle. Mhm. Et voilà. Plasma, c'est vrai que le token, il faut vraiment le dissocier de la blockchain. Il vit pas la même vie que la TVL de Plasma. La Je sais TVL est pas un si peu c'est défendue à quand même. raison ou à tort, très honnêtement, je suis pas convaincu que le token, pour l'instant, dans l'état, ait grande utilité. Et le marché va pas toujours pricer tout comme il faut, hein. Il y a Stable, par exemple, je crois que là, il est au-dessus de, de Plasma en ce moment, et il y a toujours 30 000 dollars de TVL, je crois, donc bon. Les prix de tokens, c'est vraiment bizarre en 2025. Moi, j'ai rien compris à tout ça. Je croyais avoir compris après presque 10 ans dans le domaine, et les prix des tokens, gouvernance et volatile, moi, j'y comprends rien. Mais même Ouais. le prix du dollar contre le euro ou contre le franc suisse, nous on est en Suisse, ça n'a aucun sens ce qui est en train de passer. Le dollar est descendu à des bas historiques. En fait, si on est suisse, il faut faire 12% par an en DeFi juste pour compenser La perte du le dollar, franc ouais. du dollar avec le franc. Ben, en euros, Et c'est l'euro, pareil quasiment, hein. Le dollar, c'est bien dévalué, donc petit coucou à tous ceux qui ont beaucoup de stablecoin dollars. Le livret A surperforme, hein, la banque fait mieux en ce moment, hein. c'est triste, mais c'est vrai. Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien. J'ai vu que Token Breeze a lancé un nouveau projet où, en gros, on pourra trade autour des courbes de volatilité n'importe quel stablecoin. Donc, Mhm. j'espère qu'il y aura des solutions non dollars. Et puis, bon, sur LR, il y a un travail qu'on espère pouvoir faire bientôt avec du EURC de Circle. Mhm. Voilà, parce que il n'y a pas que les Américains dans le monde. Il faut. Bah, c'est quand même marrant parce que l'euro C, c'est le stablecoin euro le plus gros, je crois, et il est américain, C'est vrai. Ouais, paradoxalement. J'ai toujours ça trouvé fait ça là quand marrant. même une fondation à Zug, mais oui, c'est vrai que les headquarters sont aux États-Unis. Mais moi, je pense qu'on a besoin de voir d'autres currencies que le dollar dans la DeFi. Les gens commencent à devenir sensibles à ça maintenant que la C'est performance clair. du dollar est accablante. Et actuellement, j'avais vu un dashboard d'Artemis, il y a plus de 99% des stablecoins qui sont adossés au dollar. Il y a que du dollar on-chain quasiment, c'est assez C'est fou. ça. Ouais. Alors, Tahir 7, Tahir 7i, c'est pas quelqu'un de Harry 7, hein? Non. Non, ça va. Pas ma Pour connaissance en tout Avotex, cas. c'est quoi pour toi les paramètres qui ont le plus d'impact au niveau du risque? Justement, le plus grand impact, c'est l'exposure, en fait. Et c'est un peu dommage que ça soit un peu en bas. Mais en fait, si moi, ici, je mets un marché ultra scam, voilà, bon, stream finance, euh, et que j'y mets 100% des fonds des gens, voilà, malheureusement, c'est vrai que. Ah, peut-être une autre chose aussi intéressante à discuter. Ici, on voit des allocations. Euh, Il y en a qui sont hard cap par notre allocateur. Euh, Ici, par exemple, il va essayer de jamais allouer plus de 40% à Yuzu Money. Mhm. Mais si un de ces marchés était effectivement en souffrance ou en stress et que quelqu'un commence à s'en apercevoir, il va retirer ses liquidités. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va gentiment pousser toutes les liquidités vers le marché qui est en souffrance. Jusqu'à ce qu'il ne reste que les liquidités du marché en souffrance. Alors donc, quelqu'un qui rentre dans la vault, il va voir marché alloué 100% à la vault en souffrance, il va se dire, ah, qu'est-ce qu'il est conspirateur, il a alloué 100% à eux. Mais en fait, non, c'était pas comme ça en aimant. C'est la dynamique du marché qui a fait si qu'on en arrive à là. Et un outil qu'on n'avait pas à l'époque des faits, c'était la possibilité de poser ces vault earn. Donc maintenant, on peut poser ces vault earn. Et effectivement, si on commence à avoir des soucis, ben, voilà, c'est un outil qui est Ok, ouais, disponible. ça évite qu'il y ait les pertes qui s'accumulent en quelque sorte. Ben, surtout, ça évite que ceux qui sortent en premier puissent sortir avec tout leur capital plus les intérêts, et Ok. les autres qui restent avec un risque
disproportionally, comment dire. Oui, démesuré. Voilà, un rythme de mesurer et potentiellement un R4 en fait. Hmm. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il faut regarder. Et en tant que professionnel de la crypto, moi, je regarde, j'ai pas de souci, mais je pourrais jamais m'attendre à qu'un ami auquel je conseille de mettre du fonds dans la DeFi, qu'il aille faire ça, qu'il aille rechercher, que ce Pendland marché, en plus, a des sous-jacents. Regardez la quantité de sous-jacents qu'il a. Donc, je dois rechercher chaque marché, chaque sous-jacent de chaque marché, c'est impossible. Donc, il faut un nouveau layer, en plus que le TVL, que le retour, c'est le layer de trading de risque, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Casa. Le Twitter existe déjà, si vous voulez commencer à nous suivre, il n'y a pas de post, mais ça va très bien aussi, j'en parle parce que je suis convaincu qu'on a besoin de ça pour débloquer la nouvelle vague de attraction du capital. En tout cas, ça m'a l'air d'être une bonne idée à voir dans les faits quand ça arrivera. Tu peux envoyer le lien si tu veux pour C'est bon. le Twitter. Hein. Mais même si on n'arrive pas, on aura essayé. Et puis, en tout cas, c'est quelque chose qui va exister. Ça, j'en suis sûr. Donc, si on n'arrive pas à le faire nous-mêmes, on va essayer de se rapprocher à l'équipe qui va le faire et de travailler avec eux parce que je pense qu'on est quand même bien placé en tant que Telos C curateur, hein, plutôt, pour dire que Il y a un besoin. on aurait bien aimé qu'il y ait quelque chose comme ça qui montre que le risque adjusted return de notre Vault Event était bien supérieur à l'autre Vault et que le capital plutôt tourne sur celui-ci que l'autre et qu'il y ait moins de gens qui aient perdu de l'argent. Donc voilà, c'est aussi dans ce but-là qu'on veut le faire. Bon, c'est pas purement par altruisme, hein, on a des trucs à y gagner dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que... De toute façon, il n'y a jamais rien qui est fait par altruisme on-chain. Tout le monde a toujours son intérêt quelque part. Mais surtout dans la finance. Mais quand même... il y a une idée quand même de trouver des intérêts communs aussi. Oui, si je veux que les gens mettent leur argent dans mes produits, il faut que je leur rende un service, il faut que je fasse les choses mieux que les autres. C'est mes clients, donc j'ai quand même envie qu'ils soient bien représentés, qu'ils aient des choses qui sont intéressantes et que je trouve intéressantes, parce que si ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie d'en parler, je n'ai pas envie de passer ma vie à faire ça. Ah, par rapport à la concurrence, ça me fait penser que est-ce que t'as pas peur que les projets qui sont autour de stablecoin rentrent dans une sorte de concurrence un peu malsaine à celui qui va chercher le meilleur rendement à chaque fois en prenant des risques démesurés? Ou peut-être que justement, depuis Stream, ça a calmé un peu tout le monde. C'est ce qui arrive dans le monde de la curation, en fait. Dans un monde où les soldes de valeurs sur lesquelles tu es jugé, parce qu'on a vu, regarder les allocations, c'est trop long, c'est trop de détails, les gens s'arrêtent au plus simple. Donc, les seules deux choses sur lesquelles tu es jugé, c'est le supply APY et la TVL. L'intérêt est clair d'aller toujours chercher le risque le plus haut possible par rapport à ton mandat, par rapport peut-être au mandat de ton produit, si tu en as un, parce qu'il y en a qui n'en ont même pas. Et donc, inévitablement, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, tu seras potentiellement touché, en fait. Et voilà, j'aime bien RE7 pour beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est le seul curateur qui a pris tous les blow-ups qui sont arrivés. Donc, Stream, Elixir et Stable, ils ont eu les trois parce qu'il y a cette notion, en fait. Donc, oui, moi, je trouve que c'est cool quand même qu'il y ait des acteurs qui aient cherché des trucs un peu plus degen, qui exposent les utilisateurs un peu plus de risques. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir plus de rendement et qui vont vouloir manger un peu plus de risques. Ça a du sens que ça existe et ça doit continuer à exister. Mais c'est mieux si ça existe dans un contexte où ces risques sont mieux présentés en aimant. Et la meilleure façon de le faire, c'est qu'il y ait une mesure, une espèce d'assurance contre le vote. Voilà, si le vote donne 10% et que l'assurance compte 9%, le vrai yield est 1%, donc personne ne va utiliser ce produit. C'est clair. Pour refaire encore le parallèle avec mon histoire d'Insurace en 2022, je me rappelle que le yield sur l'UST au début c'était 20%, mais ils avaient descendu progressivement, je sais plus à combien, mais on va dire 15%, et l'assurance contre l'UST s'il y avait un DPEG, alors il y avait certaines règles pour le DPEG, mais les règles ont largement été atteintes, il fallait qu'ils descendent pendant une période de 10 jours sous les 90 centimes, ce qui s'est largement fait du coup, et l'assurance coûtait 3-4% je crois, donc on pouvait s'assurer contre le risque de perte du PEG de l'UST, et en quelque sorte c'était on avait l'UST avec un plus petit rendement, voilà, on avait 11% sur l'UST en prenant l'assurance, ce qui n'était pas une si mauvaise idée en soi du coup. Absolument, absolument. Et
Si Non, l'assurance il y en avait a coûté très 20%, longtemps. ça aurait été inutile, typiquement. Voilà, là, une chose où Euler, j'aimerais bien qu'il s'améliore un peu, c'est que ici, en tant que curateur, j'ai aucune option de décrire mon produit, de faire comprendre en quelques lignes qu'est-ce qu'il fait. Et Morpho, Hmm. d'ailleurs, aussi, ça, c'est vraiment un pitié, parce que justement, en finance traditionnelle, on a un KID qui est de grosses pages écrites avec plein de notions intéressantes, etc. Mais voilà, on essaie de le faire avec le nom. Donc, il y avait Telos Heaven et Telos Surge. Surge qui avait un produit de risque plus élevé. Donc, Heaven, un produit de risque un peu moins élevé. Donc, Heaven ne va jamais investir, par exemple, dans une junior tranche. Il va euh, toujours target des produits qui ont un profil, par exemple, avec un certain niveau de liquidité. Mhm. Donc, par exemple, USDI, bientôt, il va partir parce que maintenant, il est alloué en grande majorité en T-bills. Mais bientôt, il commencera à avoir ses loans à des GPU qui changent complètement le profil de risque Ouais. et qui va plus fit un peu dans le contexte Il n'y a pas Haven. le YZPP non plus de Yuzumoni, je pense. Non, justement, ça, c'est C'est une absolument junior interdit parce que tranche. c'est junior tranche. Et la senior, elle a raison d'être parce qu'elle est suffisamment diversifiée. Voilà, en plus, c'est un projet qu'on connaît extrêmement bien parce qu'on a contribué à faire les smart contracts. Donc voilà, sur ce projet, on a confiance, mais même là, on a un cap à 40%. Donc tout est mesuré de manière plutôt conservative, en fait, dans le Volta Haven. Voilà, par exemple, il y a aussi le Resolve, il y a le Senior Tranche de Resolve, mais il n'y a pas le RLP, Oui. le Junior Tranche de Resolve. Alors que Surge allait chercher un peu plus de risque, effectivement. Il acceptait potentiellement des Junior Tranches, mais là aussi pas n'importe laquelle. Bref, c'est un produit qu'on a clairement discontinued parce qu'il n'avait pas de raison d'être. Mais si je devais le refaire aujourd'hui, j'aimerais avoir un endroit où je peux communiquer aux gens ce qui est notre raisonnement interne, qui n'est pas juste un jour on se réveille, on décide, ça sera comme ça. C'est des gens qui sont très intelligents, qui comprennent beaucoup bien le space et qui font des analyses, Mm. des modelings et qui décident. Et puis après, il y a aussi le côté business. Donc voilà, il faut que ça soit un produit qui ait du sens d'un point de vue du risque et de beaucoup d'autres choses, mais après, il faut aussi que ça soit un produit que les gens aient envie d'utiliser. Euh, Et sur le point de vue du risque, est-ce qu'il y a quelques red flags, quelques points que tu identifies sur un projet et tu vas te dire forcément s'il y a ce truc sur le projet, faut pas y toucher. Est-ce qu'il y a certains red flags qui te viennent à l'esprit? Alors, il y en a tellement, en fait, de où commencer. Par exemple, il y a un produit qui s'appelle YieldFi, Hmm. que nous, on n'aurait jamais pu curer pour eux, même si on nous a... voilà. D'ailleurs, voilà, qui a blow up, effectivement, aussi. Euh, ben... euh, Le red flag était surtout dans leur façon, c'est un peu comme Avant, un peu comme Yuzu, un peu comme Stream, c'était leur façon de décider les allocations. Ça avait à notre égard absolument aucun sens. Donc ils allaient vraiment chercher là où il y avait des incentives, essayer de faire des deals exclusifs et ils essayaient d'être les seuls dépositeurs dessus. Hmm. Euh, Aussi au niveau des smart contracts, ils avaient 3 criticals dans leur audit. Et voilà, si on regarde les audits, c'est intéressant de voir le nombre de bugs. Euh, Avant, il y avait un peu cette notion, s'il n'y a pas de critical, ça veut dire que les auditeurs ne l'ont pas trouvé. Ça veut dire que le risque est encore là. Mais non, la réalité, c'est que s'il n'y a pas de critical ou de high, c'est que les devs, en général, ont fait un bon job. Et surtout, voilà, il faut qu'il y ait une audit. S'il y a des critical ou des high qui sont trouvés, c'est bien qu'ils soient mitigés. Hmm. Et là, j'invite tout le monde à lire les réponses de la team, parce que là, on voit déjà des signes d'arrogance. Je me rappelle d'un projet qui s'appelle Raft. Peut-être quelqu'un ici me connaît aussi pour ce que j'ai contribué à Gravita Protocol en 2023. Et c'était la période LSTFI. Tout le monde était excité par voilà, ces LST en collatéral sur des CDP, sur des fork liquidity. Donc. Et il y avait 3 projets qui étaient concurrentiels l'un avec l'autre. Il y avait Gravita, il y avait Raft, il y avait Prism. Raft avait commencé avec un marketing hyper agressif. David Garay, le fondateur. Et en fait, si tu allais lire leurs audits, il y avait beaucoup de problèmes. Bon, déjà, ils n'admettaient pas qu'ils avaient forqué Liquidity. C'est Alors que bizarre voilà, parce que pourtant Liquidity c'est quand même un protocole qui est reconnu donc. à l'époque, il avait que 2 ans. Bon, enfin, il y avait quand même l'intérêt de dire que c'était un code original, mais si tu allais sur leur GitHub, tu retrouvais des commentaires genre ah, oublie pas de renommer LUSD par notre stablecoin ici. Donc déjà qu'il y ait ça et que le founder ait dit non, c'est pas une fork. Ah, c'est une fork de la même manière que Liquidity a une fork de MakerDAO, j'ai entendu des trucs.
mais aussi si on allait voir les commentaires des auditeurs et ce que les auditeurs reportaient avoir entendu de l'équipe, on voyait déjà des signes de ce qu'on ne veut pas voir en DeFi, c'est-à-dire l'arrogance. On veut rester humble en DeFi parce que voilà, moi j'ai beau avoir des jolis produits on-chain, mais si Euler se fait hack, je perds mon argent, je perds l'argent de mes utilisateurs. Voilà, on a vu avec Stream. Donc voilà, il ne faut pas se sentir, il faut rester un peu humble, il faut avoir conscience. On n'a jamais la notion de la sécurité si on n'a pas la notion du risque. Et dans la DeFi, le risque est partout. Social engineering, quelqu'un qui défonce ma fenêtre maintenant et qui vient avec un pistolet. Smart contract hack, n'oublions pas qu'on a des magnifiques auditeurs en Corée du Nord qui regardent tout le code qui est déployé on-chain H24 et qui cherchent juste le bon moment pour activer Ah quelque ouais, chose. ils testent les choses en conditions réelles là-bas, hein. C'est ça. La blockchain est leur banque. Et voilà, donc tout ça, on doit rester. Enfin, de mon point de vue, donc pour moi, si je vois dans une audit que l'équipe répond que les auditeurs ont des considérations économiques bizarres, qui sont irréalistes et qui devraient aller se faire contrôler par rapport à leur qualification, voilà, pour moi, c'est une énorme red flag. Mais voilà, en général, dans ces produits managés, on veut aller voir un historique, on veut voir des personnes qui sont dans l'espace depuis un moment, qui ont vécu quelques cycles, voilà, parce qu'on dit chaque cycle fait un peu un lavage, un rinçage, non? Donc, si une personne n'est plus dans l'espace parce qu'elle a fait des choses fausses après un cycle, voilà, c'est un signe. Si elle est là depuis 3 cycles, voilà, notre futur produit, Kassa, il sera en concurrence avec Nexus Mutual. Mais Nexus Mutual, c'est un des OG projets DeFi de 2018. Ouais, ils sont là Donc, depuis un moment. ça a du sens que quelqu'un innove sur ça parce que c'est presque ridicule que 8 ans après, on fasse le risque de la même manière on-chain alors qu'il y a eu tellement d'évolution dans tous les autres segments. Mais il faut quand même leur dire qu'ils ont fait un bon boulot pour toujours être là où ils sont aujourd'hui leaders d'une catégorie si importante comme l'assurance. Elle est sous-représentée en DeFi, on n'a que 200 millions de TVL en assurance, alors qu'en TradFi, les proportions C'est sont presque énorme 50. l'assurance en TradFi. Donc moi, je suis sûr qu'on aura des proportions similaires on-chain aussi. Bah, si la TradFi se rapproche de plus en plus de la finance on-chain, ils vont probablement amener un peu leurs règles avec eux, donc ça risque de se développer le côté assurance. Ouais, ouais. Bah, moi, je suis italien à la base, donc oui, je ne suis pas trop représentant de la neutralité suisse. Entre amis, j'aime bien un peu shit sur mes compétiteurs, mais après, ils me connaissent tous, ils savent que je les respecte pour beaucoup d'autres choses. C'est Et puis le fait qu'on Coubertin, travaille tout va différemment, bien. c'est pas... Voilà. Du coup, le temps, ouais, c'est assez important sur l'écosystème. Mais il y a quelqu'un qui est sur l'écosystème depuis un bon moment et malgré toutes les tumultes, il est toujours là. C'est Justin Sun. T'as un avis? Vraiment, ça m'est venu comme ça, mais t'as un avis sur Justin Sun? Ben, le farmer idéal, c'est... Bon, j'ai un avis, je ne sais pas s'il compte grand-chose, mais bon, je pense que si on se met à sa place, ça serait difficile pour chacun d'entre nous, en toute honnêteté, de dire qu'on ferait les choses différemment que lui. Euh, c'est un max extracteur, en fait. Dès qu'il y a une opportunité, il arrive en size et il essaye de l'extraire un maximum. Euh, dans ce sens-là, est-ce que je ferais différemment que lui à sa place, en fait? Si on regarde la chain Tron, si vous voyagez en Asie, euh, demandez de payer en USDT sur Tron, une personne sur deux va vous dire oui. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. En Europe, voilà, si moi je vais au marché de Noël et je demande de payer en USDT sur Ethereum, n'importe quoi. Dès que tu vas me dire USDT, déjà, ça va bégayer en face, hein. Les gens ne vont pas comprendre. Et URC sur Samap. Non, ça là, donc il a quand même fait un job de distribution assez dingue. Que ici, peut-être un peu moins. Ici, on a un peu plus l'autre côté extracteur maxi. Dès qu'ils déploient de capital sur un projet, c'est qu'ils ont mal fait leurs calculs par rapport à. Voilà, il y a de la valeur à extraire du token ou d'un autre type de mécanisme. Est-ce que je ferais la même chose? Ben, ouais, ça dépend un peu de quel est l'objectif. Maintenant, c'est quand même vrai qu'il a fait un job d'un point de vue de la distribution qui est quand même vraiment remarquable, surtout justement en Asie. Et que ça se mérite aussi un peu. Voilà, on n'arrive pas à le faire si on est juste des camps extracteurs, extrapoleurs. Il y a clairement des gens
qui eux aussi bénéficient beaucoup des produits qu'il a créés, qui les aiment bien. Et les gens, je me rappelle encore ce commerçant qui me disait Yes, yes, TRC, TRC. Euh, Tout excité quand on a trouvé quelque chose. Voilà, et les gens l'utilisent bien là-bas. Oui. Ok, ok, c'est intéressant. Bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Si jamais sur le chat il y a quelqu'un qui a encore une question ou deux éventuellement. J'espère que ça a été utile, que tout le monde a pu prendre la valeur de ce que j'ai partagé aujourd'hui. Bah, N'hésitez pas à ça me m'étonnerait follow, pas, à hein. me poser des questions. Et puis, c'était vraiment chouette comme on a pu partager ce moment ce soir à la suite de voilà, un échange à la base un peu heated. Ouais. J'étais un peu taquin, on va dire. Il faut. C'est, tu vois, si on a tous des opinions sympas, gentilles, sans vouloir déranger les autres, on va aller nulle part. Il faut encore plus dans un monde où les gens n'ont pas l'attention, être très polarisant dans ce qu'on dit. Même Hmm. aller un peu plus loin de ce qu'on veut vraiment dire. Parce que c'est en tout cas ce que les gens vont retenir à la fin. C'est Donc oui, important ouais, qu'il y ait des divergences pour faire évoluer les choses, mais c'était bah, une très bonne chose finalement, voilà. cet échange. Je trouve que le live était très qualitatif. Mais merci beaucoup du coup pour bah, tout ce que tu as apporté sur le live. Et voilà, j'ai mis des liens sur le chat pour ceux que ça intéresse. Je penserai à les mettre aussi sur YouTube, ça finira sûrement sur YouTube. Et voilà, bah, merci à toi et merci à ceux qui étaient sur le chat. Merci beaucoup d'avoir passé cette soirée avec nous. Passez une bonne nuit. À bientôt. Salut! Bon, bah c'était cool. C'était cool ce petit live. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on fera pas ça toutes les semaines, mais franchement, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. C'est bien d'avoir, parce que je suis toujours dans ma vision de l'utilisateur DeFi lambda, c'est bien de temps en temps d'avoir des regards de personnes qui sont placées autrement. Voilà. Et j'aurais pas invité n'importe qui, honnêtement. Il y a des gens avec qui on échange des fois, et honnêtement, dans la discussion sur Twitter, j'étais un gros connard. Il y a pas d'autre mot. J'étais un gros connard, et voilà. Tomber sur des gens qui prennent sur eux, qui finissent en discussion comme ça, c'est magnifique. J'en veux plus souvent. Franchement intéressant pour le coup, même s'il y a une asymétrie. Évidemment, j'étais pas du genre à recentrer ou quoi. Ça me dérangeait pas qu'il parlait de ses produits ou quoi que ce soit. Je m'attendais pas non plus à cette interview fan de Nantes, mais c'était très enrichissant, je trouve. J'en garde pas mal de positifs. En tout cas, je ne vous embête pas plus pour ce soir. On se retrouve mardi prochain, même endroit, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!